Bonjour mes amis, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à un langage. Vous me direz, ce n'est pas n'importe quel langage puisqu'il s'agit donc de Python, donc un langage script qui semble avoir aujourd'hui et présenter en tout cas beaucoup d'intérêt et qui est en train de monter vers les sommets. Alors ce que l'on va se demander aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que cette notoriété est véritablement méritée et est-ce qu'on n'est pas en train de s'engager dans certains cas pour certaines applications, dans des voies qui pourraient être sans issue. Alors, qu'est-ce que l'on va suivre donc comme sommaire? D'abord, on va insister sur le fait que, de mon point de vue, je pense qu'on retrouve une certaine maintenant liberté en termes de langage, de construction de langage, donc de compilateur, liberté qui nous vient à peu près des années début 90, avec l'arrivée donc d'un certain nombre de développeurs libres dans leur tête, à commencer donc par Guido van Rossum, le créateur donc avec son équipe, bien sûr, il n'était pas tout seul, du langage Python. On va regarder où on en est aujourd'hui en matière donc de popularité, sachant que c'est quelque chose qui est un tout petit peu aléatoire. Hein. Bon, on va utiliser donc TIOBE, donc le critère d'accès aux ressources Internet concernant donc les langages, hein, le palmarès TIOBE. On va expliquer pourquoi finalement Python suscite autant d'engouement, hein, et on va rappeler qu'il y a eu une espèce de coupure dans le temps, hein, qui a été voulue d'ailleurs par Guido van Rossum, entre les versions 2 et les versions 3 de Python, avec d'ailleurs une certaine incompatibilité entre les deux, puisqu'il fallait donc un utilitaire pour pouvoir passer d'une version du langage à une autre. Mais on verra que finalement, c'était une approche qui était courageuse de la part de Van Rossum et qui, finalement, il y avait des choses qui n'allaient pas, on les corrige, quitte à provoquer une certaine incompatibilité. On va parler donc des caractéristiques et des avantages, de mon point de vue en tout cas, donc de Python. D'une certaine manière, c'est la lisibilité, bien sûr, qui est souvent mise en avant, donc l'esthétisme du code avec les fameuses indentations donc automatiques, qui d'ailleurs peuvent poser aussi quelques problèmes pour la maintenance, mais ça, on y reviendra. On verra que Python bénéficie d'une typologie quand même très avancée et moderne, hein, très diversifiée en tout cas, et également de structure de données qui a été une révolution à l'époque, au début des années 90, à un moment où on était quand même assez limité avec des données dites primitives. Là, on se retrouve avec des structures, d'ailleurs, qui orientent un tout petit peu donc l'usage que l'on peut faire donc du langage. Donc nécessaire modularité bien entendu, structure de données donc avancée, ingrédients également, mais quel est le langage qui ne les a pas aujourd'hui? Ingrédients de programmation fonctionnelle, hein, avec l'immutabilité, une certaine pureté des fonctions, on va voir de quoi il s'agit. Les gestionnaires de paquets, bon ça c'est moins important, mais ceux qui veulent installer donc finalement un environnement donc Python devront passer par pip, hein, qui est donc le gestionnaire de paquets. Il est multiplateforme, donc il passe sur n'importe quelle structure, Windows, Linux, etc. C'est vrai que tout n'est pas parfait, et c'est surtout là-dessus, hein, d'une manière un peu hypocrite, je vais insister là-dessus, parce que je trouve qu'on en dit trop de bien. Alors peut-être qu'il faudrait aussi que quelques personnes en disent un tout petit peu du mal, parce que c'est vrai, il y a aujourd'hui donc un écosystème sur Python qui est absolument ahurissant et fantastique, hein, à la vitesse à laquelle il s'est donc développé. On est donc liberté retrouvée, on est donc au début des années 90. Là, beaucoup de développeurs, sans doute lassés, on va dire, de la chape de plomb qu'il y avait à l'époque chez Microsoft, chez IBM et chez les autres, eh bien, se sont dit, nous, on va faire des langages, des compilateurs à notre manière. Bon. Et donc, c'était Guido van Rossum, bien sûr, avec Python. Ça a été Anders Eshberg, très connu pour le langage Delphi. D'ailleurs, les raccourcis de l'histoire veulent qu'aujourd'hui, Guido van Rossum et Eshberg sont tous les deux passés sous la bannière donc, de Microsoft. Mais il y a eu également notre ami Matsumoto, donc avec Ruby, langage qui a des caractéristiques et des qualités pédagogiques absolument remarquables. Il y a eu aussi un peu plus tard des personnages qui ont changé beaucoup de choses. Ça a été Dal avec le JavaScript sur les serveurs et donc la plateforme Node. Ça a été donc Ashkenaz avec CoffeeScript. Et d'ailleurs un peu plus tard, un TypeScript du même Eshberg d'ailleurs chez Microsoft. On a eu aussi, il ne faut pas l'oublier,
Brendan Esch chez Netscape, qui avait créé donc le langage JavaScript. En fait, si vous voulez, moi je trouve que Van Rossum est un petit peu le symbole donc, de cette liberté, voyez, donc, qui n'existait pas auparavant. Auparavant, donc, c'était bien IBM, hein, et c'était IBM, Microsoft qui décidait, et il faut quand même se rappeler dans le contexte dans lequel on était. Depuis avril 1964, on travaillait en COBOL. Et donc, avec un compilateur qui était issu donc, des laboratoires, tout au moins des centres de développement d'IBM, et on n'avait guère de choix, on n'avait guère de possibilité d'aller voir ailleurs. Bon, il y avait Fortran, bien sûr, pour le langage scientifique, et quelques langages de 4e génération qui sont venus un peu après, mais c'était quand même extrêmement limité, il n'y avait donc pas grand-chose. Et donc, ça a commencé, on va dire, la réaction, on va dire la révolte, a commencé dans les centres de recherche, dans les universités, où un certain nombre de développeurs se sont dit « mais pourquoi est-ce que je ne fabriquerai pas mon propre compilateur ?» Ce qui d'ailleurs était très intéressant, parce que la construction et l'élaboration d'un compilateur, c'est sans doute ce qu'il y a de plus passionnant dans la théorie des langages, parce que ça n'a rien d'évident. Hein. C'est quelque chose donc d'extrêmement intéressant, et il se trouve que après ces précurseurs, tout le monde s'est un peu mis à le faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 100 000 langages qui existeraient donc dans la nature. Alors, bien sûr, la grande majorité sont inconnus et ne dépassent pas donc le cercle, on va dire, des projets de fin d'études, mais ça montre quand même l'engouement. Et tout ça, c'est venu du début des années 90, avec, entre autres, Guido van Rossum. Si je regarde aujourd'hui, on est en 2021, quel est le palmarès finalement des langages? Alors, j'ai choisi donc l'indice de TIOBE, parce que d'abord c'est celui qui est le plus, à mon avis, le plus connu, hein, le plus répandu, qui se base sur l'analyse des requêtes qui se font sur la plupart des moteurs de recherche, à commencer bien sûr par Google. Et donc, à chaque fois que quelqu'un demande, s'interroge, cherche un tutoriel, cherche une documentation concernant un langage, eh bien, TIOBE fait +1 dans un compteur. Et donc, c'est comme ça qu'il établit une espèce de, on va dire, de répartition des requêtes qui se font sur Internet, l'ensemble des langages devant, bien entendu, donner 100. Aujourd'hui, mais croyez-moi, ça peut changer, hein. Aujourd'hui, c'est le langage C qui est en tête et représente à peu près 17,38% donc des requêtes. Le mois dernier, c'était Java qui était en tête. Donc ça dépend un petit peu des événements, ça peut dépendre aussi de la sortie d'un JDK Java. À ce moment-là, tout le monde va se précipiter sur Internet pour savoir de quoi il s'agit. Donc bien sûr, c'est très aléatoire, mais ça nous donne quand même une idée. Et on voit avec ce classement que Python eh bien, est en numéro 3, vous voyez, pratiquement au même niveau que Java. C'est quand même très étonnant, car en plus, à mon sens, je trouve que Python n'a pas que des qualités. Et donc, il a des défauts qui font qu'il n'est pas utilisable n'importe où. Par exemple, sa lenteur. Sa lenteur, on ne peut pas dire que ce soit un langage extrêmement rapide. Il est quand même pénalisé par une architecture qui remonte au début des années 90 et dont on ne peut pas dire, par exemple en termes de parallélisme, on ne peut pas dire que ce soit vraiment la panacée. Donc vous voyez à peu près où on en est aujourd'hui, donc la montée extraordinaire donc, de Python, donc troisième. On peut penser que Python pourrait être numéro 1 dans l'année 2021 ou 2022 ou 2023. Je pense que si on se maintient sur l'architecture d'aujourd'hui, je pense que ce ne sera pas forcément une bonne chose. À mon sens, il faudrait peut-être attendre une version quand même qui soit plus efficace, en particulier en termes donc de parallélisme. Alors, comment peut-on donc expliquer cet engouement extraordinaire pour Python? Alors d'abord, c'est un langage objet. On dirait on n'est pas obligé d'être un langage objet pour réussir. Bon, là, il se trouve que c'est un langage objet. Il est interprété. Alors, ce n'est pas une qualité, hein, c'est peut-être une marque de simplicité, dont je ne suis pas trop convaincu d'ailleurs. Il est donc interprété. Il a, on le verra par la suite, doté d'un typage dynamique fort, c'est-à-dire que ce n'est pas, on n'exprime pas d'une manière, on ne donne pas d'une manière explicite la définition des variables sur lesquelles on va travailler, mais c'est le système qui va le découvrir par la suite. Ce qui peut poser des problèmes également de maintenance, parce que, comme on le verra, eh bien,
étant donné que le typage n'est pas défini a priori, eh bien, il peut y avoir des blocages qui peut-être apparaîtront dans 2 ans, dans le cadre, on va dire, d'un traitement, d'une exécution, dans un contexte déterminé. Donc ce n'est pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, on oppose assez souvent le typage fort avec un typage donc plus simple, dynamique, un typage statique, un typage dynamique, et on dit que le typage statique, même s'il est plus casse-pied, c'est vrai, parce qu'il faut l'écrire, eh bien, est quand même plus rassurant du point de vue de la robustesse du code donc, que l'on va écrire. C'est un langage dit de débutant, très utilisé aujourd'hui donc en apprentissage, et donc de mon point de vue, en tout cas, c'est beaucoup mieux que du low-code qui, à mon sens, ne ressemble à rien, n'en déplaise donc à Microsoft et les autres. Hein. Là, je crois qu'on peut apprendre assez facilement à coder sans nécessairement couvrir la totalité du périmètre donc, de Python, mais c'est un bon langage, disons, il est très pédagogique, très pédagogue, et au fond, on peut le rapprocher de Ruby, de ce point de vue-là. Il est libre et open source. Alors, je dirais la plupart des langages aujourd'hui sont libres et open source. Hein. Il y a une extraordinaire diversité donc, de librairies, de frameworks ou d'API, comme vous voulez. Vous en trouvez donc, pour l'intelligence artificielle à profusion. D'ailleurs, c'est ce qui fait beaucoup le succès du langage aujourd'hui. Vous avez des frameworks tels que Pandas, par exemple, pour l'analyse de données, qui est très connu. Vous avez NumPy pour le calcul vectoriel, et aussi matriciel, que d'ailleurs vous allez retrouver également en intelligence artificielle. Vous avez SciPy pour tout ce qui est ingénierie. Bon, vous avez vraiment tout ce que vous voulez hein, aujourd'hui. Hein. Et je pense que, un petit peu dans la même, on va dire, approche qu'a eu Ruby à une époque et qui a mis donc a créé en 1993 et il a vu sa notoriété monter seulement en 2004 avec l'arrivée d'un framework qui était Ruby on Rails de notre ami Hanson Meyer, et bien là c'est un peu pareil. C'est-à-dire ce qui fait véritablement la force de Python aujourd'hui, d'abord c'est son adéquation donc à un certain nombre de types d'applications, mais c'est aussi la diversité donc des API. On peut penser qu'il est donc très bon pour le prototypage, en tout cas il est très utilisé pour ça. Il a l'avantage d'être modulaire, et c'était justement l'une des choses que Guido van Rossum reprochait à l'ancienne version, donc Python 2. Maintenant, Python 3 est parfaitement modulaire, et donc on peut écrire un code en Python et vous pouvez l'augmenter avec des modules externes qui soient écrits en C, en C++. Je ne dis pas que Python 2 n'était pas modulaire, mais il n'avait pas les ingrédients, les qualités, donc en tout cas de Python 3. Et puis alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, après tout, qui l'utilise? Ce sont des grands noms. Hein, des grands noms tels que Yahoo, tels que YouTube, tels que Dropbox. Ce ne sont pas des petits joueurs. Et donc, bon, ce n'est pas une garantie de bon usage et de bon fonctionnement, mais c'est quand même un indice qui montre tout de même que c'est quand même quelque chose qui est quand même relativement sérieux. Bon. Alors, il y a eu donc une rupture entre les versions 2 et version 3. On était donc dans une approche, on est donc, encore une fois, on est en 2008, on est en décembre 2008, Van Rossum a décidé de provoquer donc une scission entre les deux versions donc, des interpréteurs. Donc interpréteur donc, Python 2 et Python 3. Et donc, il a nettoyé les bibliothèques au passage, donc de beaucoup de choses qui étaient devenues obsolètes, et si vous voulez, il a cherché à donner une image nouvelle, plus moderne et mieux adaptée encore donc, aux applications qui sont les nôtres aujourd'hui. En plus, Python a le gros avantage de pouvoir bénéficier d'une communauté qui me fait penser à une communauté scientifique. C'est-à-dire, en général, des gens qui se tiennent les coudes, hein, qui se serrent les coudes, et qui, vous voyez, on est vraiment une famille. Et Python, c'est un peu ça. Et donc, le fait d'être passé sur de 2 à 3, bien sûr, ça a fait grincer quelques dents, ce qui est normal, mais ça n'a pas provoqué donc une rupture fondamentale. Ça a été, en tout cas, de mon point de vue, moins violent que ce qu'on a connu avec Java entre le JDK 8 et le JDK 9, quand il a fallu introduire la modularité dans le JDK 9 qui n'existait pas au préalable. Vous savez, c'était le fameux projet Jigsaw. C'est vrai, c'est toujours un traumatisme. C'est vrai que ça va toujours nous poser des problèmes à nous si on a des applications Python 2, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais comme on le verra après, on peut parfaitement continuer à fonctionner avec une machine virtuelle Python 2 sans pour autant aller nécessairement vers du Python 3. Bon.
Alors, la version 3, c'est vrai, ça a été un changement assez profond. Hein. Bon, il y a eu un certain nombre d'idées qui sont arrivées, le print qui est devenu une fonction. Il y a certains itérateurs, on verra que les itérateurs, c'est quelque chose de fondamental dans la phraséologie donc de Python. Hein. Donc ça permet, donc, on va dire, de scruter des listes, hein, des tuples, des structures de données donc homogènes et hétérogènes. Hein. Refondre des opérateurs de comparaison, c'était un petit peu bizarre avant, un seul type d'entier, c'est curieux, il y en avait plusieurs avant aussi, hein. Et puis finalement, renommage plus cohérent de certaines bibliothèques de base. Donc ça a été un grand vent de fraîcheur qui est arrivé donc sur Python 2, qui est devenu donc Python 3. Alors, les dernières versions de Python, donc pour la version 2, c'est la 2.7.16, qui est disponible depuis le 3 mars 2019 et qui serait, paraît-il, la dernière donc, de la filière Python 2. Et Python 3, lui, bon, actuellement, il en est à la version 3.10, mais ça devrait pas tarder à changer. Il y a des indiscrétions aujourd'hui qui font état de la sortie possible d'un Python 4. Alors, on n'a rien d'officiel. Mais je pense que ça serait quand même une bonne idée. Il pourrait y avoir une filière, donc Python 3, et puis une filière Python 4, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin, où là on remettrait en cause, tout au moins les ayants droit, donc remettrait en cause, non pas tellement la syntaxe ou les bibliothèques, mais remettrait en cause l'architecture d'exécution, d'interprétation de Python, dont on ne peut pas dire qu'il soit très performant dès qu'il s'agit de travailler sur des applications dites parallèles. Alors, il faut bien comprendre à quoi on a affaire. Python est un interpréteur, ce n'est pas un compilateur. Donc, il faut bien le savoir. Donc, on ne prend pas du Python, on ne le compile pas pour obtenir donc un langage machine. Toutefois, l'interpréteur, lui, il fonctionne dans une sorte de machine virtuelle. On peut dire que c'est une espèce de plateforme d'exécution, ou pour les anglicismes, un runtime. Hein. Au fond, c'est un peu ça. Et donc, il y a effectivement une machine virtuelle. Python est une machine virtuelle. Et le code que vous tapez, eh bien, il n'est pas interprété directement. Il est traduit en une espèce de bytecode. J'aime pas trop l'expression parce que ça fait trop référence donc à Java, mais c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'il est traduit en une espèce de bytecode, et c'est ce bytecode donc qui est interprété par l'interpréteur Python. Vous voyez, donc on est quand même dans une machine virtuelle, ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des langages d'aujourd'hui. C'est comme ça maintenant. Alors, quand vous prenez l'exemple de LLVM, qui est une plateforme d'exécution très performante pour des applications, par exemple, de type web, eh bien, vous avez un langage intermédiaire, hein, vous faites du bitcode. Hein, vous générez du bitcode de manière à ce que ça soit plus performant. On retrouve ça un peu partout maintenant dans les langages, et Python donc ne fait pas exception. L'avantage que nous avons ici avec cette manière de fonctionner, c'est qu'on a des versions différentes de Python 2 donc, et de Python 3. Ce qui fait que vous pouvez parfaitement évoluer pour les nouvelles applications en prenant du Python 3. La machine virtuelle, dedans vous avez quoi? Vous avez l'interpréteur dans sa dernière version, et vous avez toutes les librairies qui vous sont nécessaires pour pouvoir travailler, très bien, mais vous pouvez avoir à côté une version de la machine virtuelle donc pour Python 2, dans laquelle vous désignez nommément, et vous avez des instructions pour installer vos machines virtuelles, vous désignez nommément quelle est la version de Python que vous voulez installer, et vous dites « je veux une version 2 ». Et vous pouvez comme ça avoir 2, 3, 4, 12 machines virtuelles donc différentes, si les librairies sont différentes, et si pour des raisons X ou Y, vous ne pouvez pas donc les remettre en cause. En plus, ces machines virtuelles ne sont pas d'un encombrement donc considérable. Hein. Ça coûte à peu près entre une trentaine, disons 30-40 mégabytes, ce qui aujourd'hui est totalement donc négligeable. Alors Python est un langage objet. Langage objet, donc tout est objet au sens de la programmation orientée objet, les types de base, les fonctions, alors ça peut paraître un peu bizarre, les fonctions ça fait penser plutôt à du procédural. D'ailleurs on pourrait lui reprocher une certaine confusion dans les termes, entre fonction, classe, instance, tout ça, ça se mélange un tout petit peu. Bon. Une classe Python, elle est définie par le mot-clé classe, c'est une très grande originalité, et Python supporte l'héritage multiple. Ce qui n'est, alors,
considéré en tout cas par beaucoup de spécialistes, on va dire, de l'écriture des compilateurs, comme quelque chose d'extrêmement dangereux. D'ailleurs, il y a une conséquence à ça, c'est qu'il y a un mot-clé qu'on appelle self, donc dans Python, qui permet de s'y retrouver par rapport à la classe dans laquelle vous vous trouvez à un moment donné, ce qui n'est pas toujours évident avec l'héritage multiple. Bien. Donc, en tout cas, il y a héritage multiple, bien sûr, vous n'avez pas les restrictions que vous avez en Java. Peut-être est-ce aussi un inconvénient. Vous savez qu'en Java, on n'a pas de surcharge d'opérateurs, on n'a pas d'héritage multiple, on n'a pas de gestion des pointeurs. Heureusement. Là, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, on est quand même relativement libre de fonctionner, entre autres avec l'héritage multiple. Bon, alors contrairement à d'autres langages, vous savez, vous devez passer, alors ça c'est une caractéristique qui est très amusante dans Python, vous devez passer par un mot-clé pour créer une instance. Vous avez une classe, et vous allez extense cette classe, et vous générez donc des instances. Ici, non. Il suffit simplement de dire, vous voyez, j'ai écrit une classe que j'appelle ma classe 1, ma classe d'origine. J'en ai une deuxième maintenant que j'appelle ma classe 2. Je mets entre parenthèses ma classe 1. Eh bien, j'ai fait un héritage. Vous voyez, je n'ai pas besoin de passer par un mot-clé. Bon, ce qui peut, d'une certaine manière, paraître simple, voire simpliste. On reprochera, certains donc, spécialistes reprochent cette simplicité parce que ça peut aussi provoquer donc, des erreurs. Bon, à mon avis, en tout cas, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Il suffit simplement de mettre le nom de la classe de laquelle vous voulez donc dériver. Bien. Et avec héritage multiple, on est d'accord. La construction d'un objet, elle se fait par une méthode traditionnelle. Bon, il n'y a rien de spécial là-dedans avec le double underscore et init. Hein. Dans Python, il n'y a pas d'une manière explicite des variables privées ou publiques comme dans Java. Donc vous avez simplement, il n'y a pas d'encapsulation. Vous ne dites pas public, restreinte, vous ne dites pas comme... vous ne désignez pas donc les variables de la même manière donc en Java. Par contre, s'il n'y a pas d'encapsulation, on va dire explicite, on peut quand même s'arranger pour qu'on puisse accéder aux variables uniquement à travers des accesseurs et des mutateurs. Alors c'est un terme spécifique, enfin au moins un mutateur particulier donc à Python. Donc ça veut dire qu'on peut protéger finalement les attributs d'un objet, vous voyez, de la même manière. Alors ça revient un petit peu au même, hein, on est bien d'accord, c'est un petit peu la même chose. Alors une autre caractéristique que je vous indiquais, que je vous laissais entrevoir avec l'héritage multiple, c'est que, eh bien, il y a, ça énerve aussi d'ailleurs les développeurs, c'est ce fameux donc paramètre self, très important, qui permet donc de préciser quelle est l'instance de la classe à laquelle on s'applique, l'instance en cours. Avec un héritage simple, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, ça correspond aux is et des choses comme ça. Là, c'est quand même plus complexe du fait de cet héritage qui est peut-être un peu compliqué. Bon, voyez, donc en fait, bon, Python explique donc ça, donc le self avec l'héritage multiple, et c'est donc l'équivalent, si vous programmez avec JavaScript, de this, donc de JavaScript, ou du $this, donc ça c'est bien connu. Ce que j'aime beaucoup en Python, c'est son esthétisme et sa lisibilité. Alors, c'est une écriture très simple, hein, peu encombrée. Certains disent que l'on parle le Python, mais qu'on ne le programme pas. Bon, une manière de voir les choses. L'indentation, elle n'est pas exprimée non plus d'une manière explicite, donc elle est faite d'une manière automatique. Et donc, votre code est indenté automatiquement, ce qui fait que quand vous le regardez, eh bien, il a une belle allure. Voyez. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades. Les accolades, on s'en servira pour autre chose, pour des structures de données par exemple, mais pas on va dire dans la logique de déroulement donc, de votre programme. Voyez. Alors, pour la petite histoire, une indentation donc, automatique, elle correspond à 4 blancs, hein, mais c'est donc automatique, voilà. Et donc je vous ai mis ici un exemple que personne ne connaît, un programme qui s'appelle Bonjour le monde. On n'a jamais oublié de programmer celui-là. Alors vous voyez ce que ça donne en Python, hein, print, bonjour le monde, puis c'est tout. Et en Java, vous avez donc, par contre, il faut mettre classe, bonjour le monde, public, static void, etc. Et vous devez mettre les indentations avec des accolades, et les accolades, comme pour le reste, on peut bien sûr l'oublier. Je prétends que Python est un langage lisible. Et je prétends également que plus un langage est lisible, moins il donne le flanc, veut dire à des erreurs grossières. Et c'est une certitude, ça. Un programme qui est touffu avec des noms de variables, on se demande d'où ça sort, vous voyez, et puis on ne voit pas très bien, des accolades ouvrantes et fermantes, mais il n'y a rien dedans, parce qu'on a oublié de mettre le code. Je veux dire, ça ne marche pas.
C'est comme un modèle de données ou un diagramme de classe avec UML. Si c'est trop touffu, je prétends que, en tout cas, ça risque de ne pas marcher. Bien. Alors, Python, par ailleurs, je vous l'ai dit dès le départ, bénéficie d'une typologie moderne et très avancée. Et donc, ça va aussi, d'une certaine manière, avec la diversité donc, des structures de données qui va constituer donc, sa force. Alors, vous avez bien sûr les types numériques habituels, ce que l'on retrouve sur ce schéma donc, qui vous est montré maintenant, mais aussi beaucoup d'objets dont on dit que ce sont des objets itérables. Alors ça, c'est très important. Parce que, de mon point de vue en tout cas, Python, c'est le langage fait pour manipuler, traiter, scruter des structures, des listes. Un peu comme Lisp, mais il n'est pas le remplaçant de Lisp. Ce serait plutôt Clojure de notre ami Aiki qui remplacerait donc Lisp. Là, simplement, c'est un langage qui permet entre autres de manipuler, mais d'une manière très, très, très intéressante et performante, donc des structures de données grâce à des itérateurs. Alors, on a donc des objets dans le monde de Python qui sont des objets itérables, scrutables si vous le préférez. Alors, vous avez les tuples. Vous avez les listes, donc ce sont des tableaux dynamiques qui s'étendent automatiquement quand on en a besoin. Il y a les sets qui sont des ensembles non ordonnés d'objets, vous voyez. Vous avez les dicts pour les dictionnaires. Donc ça, c'est très connu donc, dans le monde Python. Vous avez donc les str qui sont des chaînes de caractères immuables. Alors, il faut savoir que depuis Python 3, Python est Unicode. Donc du point de vue jeu de caractères, c'est quand même plus pratique. Vous avez également les byte arrays, donc qui sont des chaînes d'octets modifiables. Vous avez les files, ça rappelle d'ailleurs d'une certaine manière un petit peu les débuts du langage C, pour les fichiers avec la méthode par exemple open parenthèse parenthèse, donc entre autres, voire encore les X-range, et puis vous en avez énormément. Python, c'est surtout ça. C'est donc des structures de données, donc, parmi lesquelles il y en a certaines qui sont des objets itérables, et donc que l'on peut scruter facilement. On peut sérialiser, on peut désérialiser, on peut parser, on peut faire des choses qui ne sont pas évidentes à faire avec un autre langage, voire même avec un langage comme Java. Ça, c'est un avantage considérable, et je pense que c'est surtout ça qui explique, on va dire, la popularité du langage, parce que, après tout, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent souvent, pas toujours, mais souvent, donc des vecteurs. Ils manipulent des matrices. Et c'est quoi tout ça? Ce sont des structures numériques, mais ce sont un petit peu la même chose. Donc, c'est tout à fait adapté donc, à ce type de calcul, on va dire, scientifique. Alors, parmi les données, donc, on va dire les données avancées que l'on dispose maintenant, donc vous avez donc des listes, dans la tradition donc, de Lisp. Donc McCarthy, 1974, est donc créateur, inventeur tout au moins du nom donc intelligence artificielle. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve maintenant Python dans les applications d'intelligence artificielle. Et donc, par ailleurs, Python est aussi considéré très, très, très utilisé pour traiter des données temporelles. C'est pour ça que l'on dit qu'il est bien adapté également à la manipulation de données qui viennent des capteurs, les fameux donc IoT. Je vous donne ici donc un exemple, avec ma liste égale, et puis vous avez stratégie, technologie et data center. Voilà. Donc deux manières d'attaquer une liste, soit directement, soit par des méthodes associées donc à l'objet. Personnellement, je recommande plutôt de passer par des méthodes associées, même si ça peut sembler un peu plus compliqué, un peu plus lourd. Mais je pense que c'est nécessaire parce qu'après tout, on est dans un langage orienté objet, donc il vaut mieux utiliser les paradigmes de l'objet et non pas trop sacrifier à une écriture, on va dire, traditionnelle, empirique, plutôt impérative. Bon, je pense que le recours aux méthodes donc, est plus élégant, à mon avis même bien que plus verbeux, mais attention, j'entends d'ici, hurler donc tous les spécialistes du développement qui vont me dire « Non, c'est pas vrai, bon, on ne va pas recommencer les batailles d'Hernani en permanence, on peut avoir une opinion, moi je trouve que c'est quand même la meilleure manière de s'exprimer et d'utiliser donc le langage. Après tout, s'il y a des méthodes, c'est quand même pour s'en servir. Alors, ici, quelques exemples avec la suppression d'un élément, l'insertion d'un élément et l'adjonction d'un élément en utilisant donc un append. Les dictionnaires, donc, ça constitue donc une autre structure de données donc, extrêmement importante, qui sont constituées donc, de couples clé-valeur. Vous voyez, donc, Mondico, accolade, premier clé-valeur, nom, Marson, prénom, Claude, l'âge, 18, là, il y a une erreur du compilateur, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, vous voyez, des structures de données avancées. On trouve, alors,
Vous voyez, on retrouve la même dualité d'accès finalement et de modification des dictionnaires. Vous voyez, on peut obtenir la valeur associée à une clé et on peut modifier une valeur. Les dictionnaires se prêtent parfaitement aussi aux introspections par boucle for, parce que ça existe quand même, hein. Il y a encore des boucles for là-dedans, donc qui vous est expliqué ici. Hein. Bon, c'est quand même la grande force de Python, ça. C'est-à-dire cette diversité de possibilités, et en particulier la manipulation donc, des données, des structures de données hétérogènes. Hein. Quand on regarde ce qu'est un fichier JSON, par exemple, quand on veut manipuler un fichier JSON qui, par nature, est un fichier clé-valeur, eh bien, on a quand même avec Python donc, tous les ingrédients pour pouvoir travailler donc, dans de bonnes conditions. J'en viens donc à la star de Python, à savoir les itérateurs. Donc très 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 important dans ce monde-là, on ne peut pas aborder ce langage si on ne s'intéresse pas donc, aux itérateurs. Bien. Chacun des objets itérables que l'on avait donc évoqués, dispose donc d'un itérateur. Alors, un itérateur, c'est un objet particulier qui permet donc de balayer ses valeurs. Voilà. Et on peut, si vraiment les itérateurs standards ne nous satisfont pas, on peut fabriquer des itérateurs spécifiques à partir d'itérateurs existants, et ceci par héritage. Donc c'est quand même intéressant ça. Vous voyez, vous avez quand même une panoplie d'itérateurs qui existent, et ensuite, par héritage, vous pouvez fabriquer quelque chose qui vous semble plus intéressant. Cela dit, l'itérateur n'est pas forcément obligatoire pour ne se promener, naviguer dans un objet donc itérable. On peut utiliser aussi des while. On a dit on pouvait utiliser donc le for hein, qui existe, bien entendu. Bon, alors je vous ai mis ici, vous voyez ici apparaître quelques exemples. Hein. Vous voyez dans l'exemple qui apparaît ici, donc le code, l'objet itérateur. Hein, on a bien un objet itérateur ici. Il appelle une méthode itère et tous les itérateurs des listes itérables en possède une de cette méthode. Hein. De même qu'une méthode next, vous voyez, on a donc toujours ces deux méthodes qui apparaissent. Bon, l'activité du for, telle qu'elle est indiquée ici, eh bien, elle est bornée par un indice que l'on va faire varier ici de 1 à len pour longueur de chaîne. La fonction len, c'est une fonction dite built-in, c'est-à-dire une fonction intégrée qui précise, comme pour tous les autres langages, hein, qui précise la longueur de la chaîne et par next, et donc il va être donc, borné par next, il va se charger d'incrémenter donc le compteur. Là, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais il n'y a rien non plus de très compliqué à comprendre. Hein. C'est pas bon, rien d'extraordinaire si vous voulez, mais l'itérateur, l'avantage, c'est qu'il nous cache une bonne partie donc des tâches. Et il est indépendant de la structure interne de l'objet itérable. Alors, vous me direz, il n'y a pas que Python hein, qui utilise ça, j'avais pris soin de le dire tout à l'heure, hein, qui implémente donc, ce concept d'itérateur. On le retrouve dans le langage C#, hein, où l'objet itérateur implémente l'interface IE numérateur, voire même en PHP. Ouais, donc, c'est pas quelque chose de nouveau, au moins PHP, tout au moins depuis la version 5. Bien. Très bien. Outre les itérateurs exposés donc, de manière standard, donc on peut écrire nos propres objets d'itération. Donc il suffit d'implémenter donc, les deux méthodes qui sont indispensables, donc iter et next. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et l'expérience montre que tous les développeurs Python aujourd'hui se servent de ça. C'est vraiment le cœur, on va dire le cœur du langage qui fait, à mon sens, qui explique en tout cas l'engouement dont il est l'écho. C'est une certitude. Hein. Bon, les itérateurs, même si ce n'est pas le seul langage dont il les manipule, mais vraiment là, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, vous avez également une autre notion que l'on appelle les générateurs. Les générateurs au sens de Python, ce sont finalement des techniques qui vous permettent de fabriquer donc, des itérateurs d'une manière relativement simple. Vous voyez, donc, itérateur, générateur, on est vraiment au cœur du langage. Autre point essentiel donc pour Python, c'est sa fameuse modularité que j'évoquais tout à l'heure en regrettant ce qui s'est passé entre Java 8 donc, et Java 9. Bon, dans Python, il y a deux natures de fonctions. Il y a celles que l'utilisateur va écrire et puis celles qui sont fournies. Donc on va écrire avec le mot-clé def, on va définir nos propres fonctions. Je vous ai mis ici un exemple, donc def somme entre parenthèses, donc num1, num-e, et je renvoie la somme donc, des deux. Ça, c'est une fonction que je vais écrire moi-même. Et celles qui sont proposées en standard, c'est-à-dire les fonctions dites intégrées, les built-in.
Alors, elles sont très nombreuses, ces fonctions. Déjà, on a dit qu'il y avait une très grande diversité dans les API et les frameworks Python, mais également au niveau des fonctions intégrées, dont raffolent les scientifiques et les mathématiciens, qui ont besoin de faire des arcs-tangentes, des trucs et des machins très compliqués, sans avoir, bien entendu, à réécrire le code qu'il y a derrière. Bon, par exemple, il y a 70 fonctions. Alors, on trouve complexe, par exemple, qui traduit un nombre complexe, un réel en nombre complexe. Vous avez dir, vous avez dict, enumerate, vous avez filter, vous avez hash, qui est très utilisé pour comparer les clés de dictionnaire. Hein, les clés de dictionnaire étant donc liées donc, au hash, bon, etc. Vous avez énormément donc, de fonctions intégrées là-dedans qui existent. Bon, une méthode Python, alors c'est là que se situe à mon avis un tout petit peu l'ambiguïté, ressemble beaucoup à une fonction, hein, sauf qu'elle n'existe que dans un contexte objet. Vous voyez, construit à partir d'une classe et n'accède qu'aux données qui sont exposées dans la classe. Alors on a donc les deux notions, notion de fonction, on va dire très simplement plutôt au sens du C, hein, et puis vous avez les méthodes au sens de l'objet cette fois-ci, avec donc une méthode donc, qui est limitée dans un contexte bien précis donc, de la classe dans laquelle elle est exécutée. Un module, c'est un fichier qui contient du code. Et pour utiliser ce code, il suffit simplement de passer par une fonction import. Voilà, très simple. Hein. Donc voilà, plusieurs modules peuvent être regroupés, vous voyez, dans des packages. Rien de nouveau dans le paysage, hein. On connaît ça depuis longtemps. Chaque package comporte systématiquement un fichier d'initialisation qui indique qu'il s'agit donc d'un package. Bon. Les modules, je crois, constituent l'une des grandes forces donc, de Python, parce qu'il y en a un très grand nombre. Alors, il y en aurait plus de 300. Aujourd'hui, mais c'est sans compter sur toutes les fonctions qui sont proposées par la communauté scientifique, par exemple, ou celles de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, en dehors, on va dire, en dehors des API qui font le travail, hein, il y a quand même beaucoup de fonctions, on va dire, fonctions mathématiques, hein, pseudo-mathématiques, et donc qui font un usage courant donc, de ce type de fonctions. Donc aussi bien pour le monde scientifique, vectoriel et matriciel pour simplifier, et puis d'intelligence artificielle, on a besoin de tout ça, et c'est évidemment un énorme avantage. Alors, la modularité donc, c'est quand même une très très bonne chose, hein, de pouvoir modulariser donc, les applications, et il y a donc des fonctions mathématiques donc, qui vont permettre de renvoyer comme ça des résultats sans qu'on ait quand même à se casser la tête pour savoir ce qu'il y a dedans. En mathématiques, il y a quelques fonctions que l'on va utiliser en intelligence artificielle. Par exemple, le calcul de la norme euclidienne. La norme euclidienne, vous savez, c'est lorsqu'on, en particulier dans les régressions, lorsqu'on veut mesurer l'erreur que l'on commet entre une valeur idéale, mettons une droite ou un hyperplan, par rapport aux valeurs qui sont mesurées. Bon, on dit qu'on va calculer la distance entre les valeurs réelles et puis les valeurs mesurées. Eh bien, cette distance, elle peut se calculer en particulier par la norme euclidienne. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a à peu près une vingtaine. La norme euclidienne, c'est la racine carrée de x2 plus y2, x et y étant donc les coordonnées du point que vous mesurez. Bien. Bon, ça, vous allez les utiliser beaucoup. Vous avez des fonctions hyperboliques, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et finalement, quand on se rappelle comment travaillaient les anciens développeurs avec donc Fortran autrefois, eh bien, il y avait, la communauté scientifique avait développé une énorme panoplie donc, de subroutines, comme on disait, c'est-à-dire de fonctions mathématiques qu'il n'était pas nécessaire donc, de redévelopper. Là, ça arrive sur un plateau. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez même un module qui s'appelle OS, hein, OS pour Operating System, qui est un autre standard très employé donc en Python, qui permet donc de traiter ce qu'on appelle les variables shell, vous savez, hein, le lancement des programmes, la gestion des processus, la gestion des fichiers et des verrous, hein, les verrous des descripteurs. Vous voyez donc le système de fichiers d'ailleurs lui-même, hein, et puis tous les outils d'administration. Vous avez donc un accès direct à un certain nombre de fonctions système qui expliquent là encore que l'on va utiliser donc Python également pour des fonctions, pour des traitements qui sont relativement proches, on va dire,
au moins de l'exploitation et de l'administration donc des programmes. Je ne dis pas qu'on est au niveau de C, pas exagéré non plus, mais quand même, ça donne quelques possibilités. Bon, le module Pickle, il est dédié aux fonctions dites de sérialisation et désérialisation de certains objets. Je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on avait évoqué donc les objets, eh bien, sérialiser, désérialiser, c'est une fonction donc qu'on va retrouver donc en permanence. Enfin, c'est une traduction hein, d'une certaine structure en une autre structure. Bon, il y a un autre module donc qui est très important dans la gestion du système et des interactions avec la machine ou les capteurs. Hein. Eh bien, c'est SYS, SYS, qui donne accès à 90 variables système. Et d'ailleurs, je trouve que ça, c'est l'une des qualités donc, de Python que vous allez pouvoir utiliser sur des applications de type IoT, avec des capteurs dans lesquels peut-être vous aurez une capacité de traitement et de stockage relativement élevée. Bon, et vous avez quand même les ingrédients pour faire un minimum, disons, de traitement localement avant d'envoyer tout ça donc, à une intelligence centrale. Bon, et vous avez également dans Python des modules qui sont liés au temps. Alors c'est le time, date time, calendar, donc ça veut bien dire, ça explique pourquoi, eh bien on est très à l'aise quand on va travailler sur des séries temporelles, et donc des bases de données dites time series, donc qui elles-mêmes sont fondées donc sur ces notions donc, de temps. Vous voyez, bon, maintenant on me dit, Python c'est aussi un langage fonctionnel. Bon, on ne veut pas rentrer dans la dialectique, hein, c'est trop facile. Je dirais simplement que Python présente un certain nombre d'ingrédients qui sont des ingrédients de programmation fonctionnelle. Hein. Alors on va retrouver la fameuse fonction pure. Une fonction pure, c'est une fonction qui n'a pas d'effet de bord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet de manipule donc des données, mais sans, dans son propre périmètre, on dit son scope, mais sans manipuler d'autres données, c'est ça, les effets de bord qui appartiendraient à d'autres environnements. Bon. L'immutabilité, donc ça va de pair avec la pureté, donc c'est le fait qu'une donnée, un objet, hein, au sens fonctionnel, sera donc immuable, on ne peut pas le modifier. Et on ne peut le modifier que d'une certaine façon, soit en créant une version différente, mais en tout cas on ne peut pas le modifier. Propriété de transparence référentielle, j'en ai longuement parlé donc, quand on a parlé de programmation fonctionnelle. Des types et des structures de données de haut niveau, telles que des listes extensibles, mais ça on vient de le dire, c'est vraiment une caractéristique native donc, de Python. La récursivité, une fonction qui peut s'appeler elle-même, mais qui n'est pas non plus en danger, et pas sans provoquer quelques difficultés également. On a aussi la notion de composabilité. Vous savez, un programme fonctionnel, c'est les poupées russes. Hein. Une poupée qui se met dans une autre, l'autre se met dans une troisième, etc. C'est donc les poupées russes. Hein. Avec une petite entorse toutefois, et c'est pour ça qu'on peut discuter à l'infini, hein, en Python, les listes, sets, objets et dictionnaires sont mutables. Et il n'y a que les tuples, donc les chaînes et les entiers qui ne le sont pas. Et donc les puristes du fonctionnel vous diront c'est pas un langage fonctionnel. Bon, je veux bien, hein. Bon, si ça leur fait plaisir, je dirais simplement qu'on trouve des ingrédients donc, de programmation fonctionnelle ici. Hein. Bon, les fonctions Python, de toute façon également, sont aussi ce qu'on appelle des fonctions de première classe. C'est-à-dire qu'elles sont manipulables exactement de la même manière qu'une variable. Hein, vous pouvez faire une affectation, vous pouvez dire que A égale une fonction, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme si c'était donc une variable. Alors, on considère ces fonctions de première classe comme étant un prérequis, la première marche pour aller vers le nirvana, donc de la programmation fonctionnelle. Bon, moi je veux bien, en tout cas, chose est telle que c'est vrai. On trouve également donc ce qu'on appelle donc des citoyens de première classe. Alors, plus simple cette fois-ci, les gestionnaires de paquets. Bon, gestionnaires de paquets, on trouve également, bien entendu, il faut quand même installer tout ça, comme Node hein, ou d'autres langages script maintenant. Python dispose de son propre gestionnaire de paquets, donc pip, hein, donc qui permet d'installer ce que vous voulez, et qui gère donc les paquets, packages hein, donc de Python. La plupart d'entre eux sont trouvables, on peut les trouver sur la plateforme PyPy. Donc le dépôt officiel donc, du langage, et il y aurait, paraît-il, à peu près 100 000, vous voyez, ça correspond au nombre de langages, 100 000 programmes, 100 000 plutôt, on va dire objets, on va dire, vous voyez, donc, paquets donc, qui seraient disponibles, utilisables dans tous les domaines, mais essentiellement en sciences des données et en intelligence artificielle. Bon, et depuis, pour la petite histoire, hein, depuis les versions 2.7.9 et 3.4, pip fait partie, on va dire, de la livraison donc, de Python. Bon.
Il est multiplateforme. Multiplateforme, bon, maintenant on va bien terminer donc, sur ce sujet. Donc, il est multiplateforme. Alors, la question est la suivante. Comment faire, parce qu'on va voir qu'il a quelques inconvénients, comment faire pour améliorer, par exemple, les performances donc, de Python? L'une de ces solutions, c'est de passer peut-être par une espèce de compilateur Python. Hein. Il en existe un certain nombre. Hein. On peut considérer, par exemple, que Jython, autrefois on l'appelait JPython, c'est un compilateur Python donc, qui a été écrit en 1997, donc c'est récent, hein, c'est pas récent. Le code compilé, eh bien, c'est du point classe, qui est susceptible donc d'être d'abord d'hériter de classes Java existantes et en plus être interprété dans une machine virtuelle Java. On peut penser que les performances d'une machine virtuelle Java sont supérieures à celles de la machine virtuelle Python. Et on peut considérer que cette compilation, moi je préfère appeler ça un transpilage hein, de code source à code source, eh bien me permet d'aller d'un environnement peut-être moins performant, moins parallélisé, vers quelque chose qui l'est plus. Oui, on peut passer par là. On peut faire la même chose avec IronPython, qui est exactement le même processus, mais cette fois-ci donc dans l'environnement .NET, hein, qui a d'ailleurs été écrit par le même chef de projet qui s'appelait Huguenin. On a aussi un Ruby-Python, qui est une passerelle entre les interpréteurs Python et Ruby. Bon, je ne suis pas trop convaincu, mais il existe. Hein. Vous avez également une passerelle qui s'appelle PyObject-C, qui est une passerelle entre les environnements donc Python et Objective-C. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le langage utilisé par Apple pour ses développements. Maintenant, il est plutôt remplacé par Swift, mais il y a encore beaucoup d'applications qui ont été écrites donc, avec Objective-C. Il y a Brython, hein, qui voudrait remplacer JavaScript. Vous avez PyPy, donc, qui est un interpréteur Python, mais cette fois-ci avec 2 Y, donc qui est un interpréteur Python qui est écrit avec un sous-ensemble de Python et compilable en C ou en LVM, c'est-à-dire donc avec le fameux bitcode qui est le code intermédiaire. Donc vous avez ça. Vous avez également Shetskin, donc qui est un transpileur qui vous traduit du code source Python en C++. Bon, bien entendu, à côté de ça, vous avez de nombreuses distributions de Python qui sont plus ou moins performantes, hein, et donc qui vont comporter donc des bibliothèques plutôt destinées à des objets donnés et pour lesquels pour ces applications, il s'avérera donc performant. ActivePython, WinPython, etc. etc. J'insisterai quand même sur la plateforme Anaconda. Vous voyez, on retombe toujours dans les serpents ici, hein, Python, Anaconda, etc. La plus connue, surtout chez les adeptes de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Vous avez une communauté autour d'Anaconda de plus de 6 millions de personnes et plus de 250 paquets destinés donc à l'apprentissage, entre autres. Ce qui est énorme, mais vous me dites, mais pourquoi c'est énorme? Il suffit de comparer avec le nombre de programmeurs Java. Programmeurs Java dans le monde, c'est 10 millions de personnes. Là, rien que pour la plateforme Anaconda, vous en avez 6 millions. C'est absolument ahurissant. Et c'est vrai qu'elle est tout à fait remarquable. Vous avez également la distribution Intel de Python, hein, qui elle aussi d'ailleurs est fondée sur Anaconda, avec une bibliothèque pour accélérer les calculs numériques de NumPy et de SciPy. Et puis vous avez aussi d'autres versions. Le grand problème, on va l'évoquer maintenant, ça va essayer de gommer un peu les inconvénients que l'on peut trouver donc dans Python. Alors, je vous l'ai dit, pour un puriste, Python n'est pas l'idéal. C'est un mélange parfois un peu osé d'impératifs et d'objets. Et pour certains puristes, on peut considérer ça un peu comme un sacrilège, tout au moins par rapport aux recommandations officielles donc, du monde objet. Bon. Très bien, il y a des fonctions, il y a des méthodes, il y a un peu tout ça, bon, très bien, on peut l'admettre. Par contre, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est la lenteur. On estime que Python est entre 2 et 2,5 fois plus lent que la plupart donc, des autres langages, ce qui est dû, à mon sens, hein, pour l'essentiel, à sa structure. Il n'est pas... Alors, vous avez dedans, vous avez donc ce qu'on appelle un GIL, c'est-à-dire un système de blocage quand vous voulez faire des traitements parallèles. Donc vous avez le blocage donc, par un système de verrou, vous ne pouvez avoir qu'un seul thread qui va s'exécuter donc, à un moment donné. C'était bien en 1990, ça ne l'est plus maintenant. Et donc c'est pour ça qu'une 4e version donc, de Python me semblerait tout à fait envisageable, voire souhaitable. Donc c'est quand même trop lent. Alors on peut mettre des compilateurs,
Hein, vous avez des compilateurs qui vous génèrent, donc qui sont des vrais compilateurs Python, hein, qui vous génèrent du Python, et ça vous génère donc un langage machine. Un certain nombre qui existent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec toutes les versions de Python, et là, on s'embarque dans des problèmes de gestion, on va dire, de compilateurs, de bibliothèques, de versions du langage Python, on n'en sortira pas. Donc c'est vrai, on peut considérer que pour une application donnée, ça peut être intéressant. Cela dit, en général, hein, c'est pas véritablement, c'est plutôt un cas d'école, on va dire. Hein. Il n'est pas adapté aux applications mobiles, c'est pas fait pour ça. Peut-être que ça viendra, mais je ne pense pas que Python soit vraiment donc dédié aux applications mobiles. Par ailleurs, il n'est pas très à l'aise avec les bases de données traditionnelles. Alors peut-être que ça vient de sa conception d'origine, mais c'est pas fait pour ça. Vous voyez, une grosse base de données Oracle et puis à côté donc un code Python, c'est pas forcément un mariage très heureux, mais là j'entends aussi les développeurs qui hurlent en ce moment en disant « moi j'ai développé une application qui marche très bien ». Vous comprenez que ce que je dis n'a pas un caractère générique, c'est qu'on considère globalement que c'est pas véritablement la tasse de thé de Python que de manipuler des grosses bases de données. Par ailleurs, ça c'est... On peut considérer ça comme gênant, il est très consommateur en termes de mémoire. Et ça vient, comme je l'évoquais tout à fait au début, de la flexibilité de ces structures de données. À faire du typage dynamique, ça vous oblige à prévoir tout et l'impossible. Et donc, vous êtes obligé de réserver donc, de la place et des ressources importantes parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Donc, on est d'accord, on reconnaît en tout cas que c'est assez consommateur. Vous me direz, c'est pas véritablement gênant aujourd'hui dans la mesure où la mémoire, on en a tant qu'on veut, et donc c'est pas ça qui va nous poser des gros problèmes. Le garbage collector, vous savez, l'outil qui va donc, on va dire, traiter les objets qui existent en mémoire d'une manière automatique en les tuant, marche pas, marche pas bien. Comme tous les garbage collectors, hein, les ramasse-miettes, comme on dit en français, qui existent sur la planète, dès lors qu'un garbage collector a une volonté d'être générique, c'est-à-dire d'être utilisable dans n'importe quel contexte, ça ne marchera pas. Un garbage collector ne peut fonctionner que dans un cadre bien précis. D'ailleurs, on en développe hein, des garbage collectors, mais particuliers, donc un type d'application. Alors celui donc de Python n'est pas non plus le plus performant. Vous savez, c'est l'éternel problème entre soit je fais faire le nettoyage des objets mémoire par un objet automatique tel que le garbage collector, soit je le fais moi-même. Mais le problème, c'est que tous les langages ne permettent pas de tuer donc les objets créés en mémoire. C++ permet de faire un delete sur les objets, mais en Java, vous ne pouvez pas, par exemple. Vous êtes obligé de passer par les fourches codines d'un garbage collector, qui, heureusement, d'ailleurs, s'est amélioré depuis quelques années. Bon, ça nécessite beaucoup de tests, Python. On peut dire que c'est un inconvénient, parce que beaucoup d'erreurs, hein, je vous l'ai dit, à cause de son typage dynamique, ne se voient qu'à l'exécution. Il n'y a pas que ça, hein. Mais aussi, ça nécessite beaucoup de tests. Il n'est donc pas adapté donc, au traitement multitâche, hein, ce que je viens d'évoquer, au traitement parallèle, ce qui est quand même très gênant, parce qu'aujourd'hui, on est sur des architectures multiprocesseurs, multicœurs, et le mécanisme interne qui s'appelle le GIL, donc le blocage, hein, ce qui permet de bloquer, eh bien, n'est pas adapté, quoi. À un moment donné, il ne peut y avoir qu'un seul thread en fonctionnement. Vous me direz, mais oui, mais Node, c'est exactement ce qu'il fait aussi. Node, qui pourtant est réputé très performant pour un grand volume d'utilisateurs, lui aussi, à un moment donné, il n'y a qu'un seul thread qui est actif. Mais l'architecture de Node n'est pas la même que celle de Python. Je crois que celle de Node est plus performante. D'ailleurs, elle est venue après. Mais là encore, on pourrait en discuter longuement. Je pense que ce fameux GIL sera revu et corrigé, peut-être donc dans une version 4 qui pourrait arriver par la suite. Pour les puristes, l'usage des fonctions lambda dites anonymes, donc il est jugé, encore une fois, donc restrictif. Hein. Et puis on peut aussi imaginer que l'indentation donc automatique peut également poser donc des problèmes donc on va dire de maintenance. Bon, tout ça, vous voyez, ça m'amène à dire quoi? Finalement, Python est un langage qui a beaucoup de qualités. Ça, c'est incontestable. Il est facile à utiliser. Je dirais même on pourrait s'en servir pour apprendre à programmer, et ça serait mieux que de faire du low-code avec les solutions délirantes que l'on peut voir chez certains éditeurs que je ne nommerai pas. Bien, ça donne des résultats qui sont épouvantables. Là, oui, hein, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'ingrédients en programmation qu'il vaudrait quand même mieux connaître. Hein.
C'est pas en ayant une abstraction totale qu'on peut, à mon avis, développer. Mais je sais aussi que beaucoup de développeurs ne sont pas de cet avis. Bien. Donc c'est un langage qui est facile à apprendre, qui n'est pas forcément très performant, c'est vrai, mais grâce, en fait, la grande vitalité de Python, c'est essentiellement donc la diversité de ces built-in functions, donc de toutes ces fonctions intégrées, les 300 fonctions, celles qui sont développées par les utilisateurs également, par la communauté qui est très forte, hein, et également donc ces bibliothèques, donc ces API, et entre autres dans le monde donc de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous faites de l'apprentissage automatique, vous faites du deep learning, vous voyez, vous faites des régressions, des classifications, toutes ces choses-là, vous allez passer évidemment par des bibliothèques Python. Donc on n'a plus tellement le choix maintenant. Il faut vraiment apprendre Python, si ce n'est qu'il faut quand même s'en méfier. On peut avoir des surprises en matière, on va dire, de performance. On peut avoir des surprises peut-être en matière de compatibilité. Le fait de garder des machines virtuelles différentes pour conserver donc on va dire des environnements de développement un peu anciens, tout n'est pas résolu avec Python, hein. Mais c'est vrai, c'est un langage quand même qui présente beaucoup d'intérêt. Et Python, créé, je vous le rappelle, au début des années 90, a été à l'origine d'une véritable révolution. Il y a eu avant et il y a eu après. Python, c'est plus qu'un phénomène, c'est une réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est en train de monter. Et bientôt, il sera numéro 1. Est-ce que c'est justifié? Je vous laisse libre de choisir et de le décider.